Bonjour tout le monde. Donc le sujet du jour, je pense que c'est un sujet très difficile, très délicat, la honte d'être gros. Alors, j'attends vos questions, bien sûr. Et donc on va parler du problème des relations que l'on a avec son corps, de ce qui peut causer la honte en fait, et qui est la stigmatisation sociale. Hein. La honte est une émotion sociale et elle est causée par des événements sociaux. Et comme vous le savez, les personnes obèses, les personnes grosses sont extrêmement mal vues dans notre société aujourd'hui. Elles sont stigmatisées et c'est cette stigmatisation qui provoque la honte. Et cette honte elle-même, eh bien, elle est très toxique. C'est probablement l'émotion la plus pénible que l'on puisse avoir. C'est une émotion souvent que l'on camoufle, que l'on cache, qu'on ne veut même pas s'avouer à soi-même. Et cette émotion, pour ce qui nous occupe, en dehors de la souffrance qu'elle engendre, a comme conséquence aussi de déclencher des comportements alimentaires. Donc c'est un véritable cercle vicieux. On est gros, on a honte d'être gros, et parce qu'on a honte d'être gros, on mange. Alors, eh bien, je vais attendre qu'il y ait quelques questions quand même, pour ne pas mobiliser trop l'attention et vous empêcher de créer vous-même vos questions. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire encore sans trop déflorer le débat, en fait. On pourrait parler un petit peu aussi de tout ce qui peut finalement entretenir cette honte, en fait. Hein. Euh, il y a les discours sociaux, il y a tout le discours social autour de la minceur, euh, toute, euh, toute la mise à l'écart finalement des personnes qui sont en surcharge pondérale, tout ce que les gens sont amenés à vivre quand ils sont gros et quand ils sont dans cette société qui est faite pour les minces, et d'une façon générale, évidemment, toutes les attitudes que l'on peut avoir dans la société qui peuvent euh, en fait entretenir cette stigmatisation sociale et ce vécu de honte des personnes qui sont en surcharge pondérale. Si je vous raconte tout maintenant, après nous n'aurons plus rien à dire. Hein. Je vais peut-être faire un petit moment de relaxation en attendant que vous décidiez à poser des questions. Ou de pleine conscience.
Alors, ça me fait du bien, ce petit moment de pleine conscience, où j'arrête de m'angoisser en attendant vos questions. Je n'attends rien. Et si je n'attends rien, eh bien, je vais bien. Ah, voilà des questions. Effectivement, j'étais pas au bon endroit pour recevoir vos messages. Alors, Bridget, j'ai l'impression que vous ne recevez pas les messages. Mais si, maintenant je les reçois. Mais alors, c'est quoi les questions? J'ai un petit problème quand même là. Je reçois les questions sur le chat, mais pas sur les questions, mais pas sur le truc de questions. Donc je n'arrive pas à répondre. Le système ne marche pas pour répondre. Alors, Marie-Rose, bonjour. J'aimerais avoir votre avis sur la notion de devenir une personne mince. Est-ce que, est-ce que dans la tête, je serais, si je perds assez de poids, bien sûr, une ancienne grosse? Ah, c'est une bonne question, ça. Comme quelqu'un qui a cessé de fumer ne devient pas un non-fumeur, mais reste un ancien fumeur. Peut-on se sentir une personne mince, même en surplus de poids, poids d'équilibre déréglé par les régimes? Alors, j'essaye quand même d'afficher la question, mais j'y arrive pas, ça marche pas. Alors, c'est une bonne question, ça, Marie-Rose. Est-ce que finalement, lorsqu'on maigrit, on devient une mince? Alors, vous avez, je pense que vous avez tout à fait raison de dire, on va plutôt être une ancienne grosse. Et ça, c'est lié vraiment au mécanisme de la honte. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'était que la stigmatisation sociale qui touche les personnes obèses déclenche de la honte et que cette honte, donc, eh bien, elle est lourde à porter. Alors, je crois que c'est peut-être important de parler un petit peu de la différence entre la honte et la culpabilité. Alors, ces deux sentiments, ces deux émotions sociales, bien sûr, et qui ont quand même un certain nombre de différences. On a tendance à les confondre un petit peu, mais en réalité, il y a quand même des différences importantes. Alors, la honte, c'est que on est honteux de ce que l'on est, alors que la culpabilité, c'est qu'on est coupable de ce que l'on a fait. Donc, la honte, elle est liée à votre personne. Il n'y a pas besoin d'avoir fait quoi que ce soit, il y a simplement besoin d'être ce que l'on est pour être finalement dans cette situation de honte. Et le résultat, c'est que si la culpabilité est liée à ce que l'on fait, peut-être que ce que l'on a fait, on peut le réparer, on peut se faire pardonner de ce que l'on a fait, voilà. Et donc à ce moment-là, il y a une réparation possible de la culpabilité. Alors que la honte, ben, c'est attaché à votre personne et est-ce que vous pouvez vraiment, voilà, il faudrait devenir une autre personne en fait. Et c'est ce que vous essayez d'ailleurs de faire en perdant du poids. Mais en fait, est-ce que ça marche vraiment complètement? Vous avez tout à fait raison de dire que si on maigrit, si une personne qui est grosse maigrit, elle va devenir une ancienne grosse et pas une mince en réalité. Donc, il y a cette caractéristique de la honte, c'est qu'elle est vraiment inexpiable et irréparable. Et on est toujours dans cette situation, en fait, si on n'est plus, d'avoir été.
Donc c'est ce qui va se passer pour vous si vous perdez du poids, et vous aurez toujours ce sentiment d'avoir à un moment été dans cette, si vous avez été stigmatisé, et ça c'est ineffaçable. Alors est-ce que c'est si grave que ça? C'est-à-dire est-ce que cette impossibilité de réparation de la honte est quelque chose d'insurmontable et que l'on va être condamné finalement toute sa vie à ne pas pouvoir s'en sortir? Alors, non, pas du tout. Simplement, il faut bien comprendre ce mécanisme et bien comprendre que finalement la réparation, c'est finalement l'acceptation de son poids actuel, tout d'abord. Le poids que vous faites aujourd'hui, si vous êtes en surpoids ou obèse, eh bien vous le faites. Vous le faites aujourd'hui. Et il faut accepter cette situation de ce poids trop élevé aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire qu'il le sera définitivement. Et quand vous aurez perdu du poids, eh bien, il faudra accepter aussi d'avoir à un certain moment été grosse ou gros, obèse, à un moment de votre vie. Alors, il y avait Coluche qui avait une bonne formule d'ailleurs à ce sujet-là, et qui disait moi, je ne suis pas un nouveau riche, je suis un ancien pauvre. Et là, on voit bien aussi dans cette formule de Coluche la honte qui apparaît. Donc, il se rend bien compte que le fait d'avoir maintenant de l'argent à un moment de sa vie n'annule pas le fait qu'à un autre moment de sa vie, il n'en a pas eu. Et là, ça sera un peu pareil si vous perdez du poids. Eh bien, le fait de perdre du poids et d'avoir finalement une apparence tout à fait ordinaire ne fera pas que vous n'aurez pas à un certain moment eu ce problème de poids. Alors, peut-on se sentir une personne mince en ayant un surplus de poids parce que, effectivement, votre poids d'équilibre, parce que vous avez fait beaucoup de régime, eh bien, a monté et donc vous vous êtes rendu compte que vous ne pourrez pas revenir au poids que vous faisiez avant votre premier régime et que vous ne pourrez pas revenir, si par exemple vous avez des raisons génétiques pour être quelqu'un de rond, vous ne pourrez pas devenir quelqu'un de mince, de très effilé, parce que c'est pas les gènes qu'on vous a légués dans votre famille. Eh bien, il y a des gens qui avaient des problèmes de poids et vous ont transmis ces gènes-là qui font que vous serez toujours un peu enveloppé. Et si en plus vous avez fait des régimes, vous risquez d'être un peu plus enveloppé encore. Et bien, est-ce qu'on peut se sentir une personne mince? Alors, tel que vous posez la question, on a l'impression qu'il faut se sentir une personne mince. C'est-à-dire, c'est une nécessité vitale de se sentir une personne mince. Non, c'est vraiment une drôle d'idée, ça. L'important, c'est de pouvoir échapper à la honte par la fierté, hein, et d'être en paix avec soi-même, avec cette idée que on fait, on agit, on est fier de ce que l'on fait dans la vie, on est fier de la personne que l'on est, on est fier de sa façon de voir le monde, on est fier de ce que l'on dit, on est fier de ce que l'on fait, on s'affirme vis-à-vis des autres et on vit sa vie pleinement, sans se laisser finalement rendre honteux par la stigmatisation. Donc, ce qu'il y a à combattre, ce qu'il faut pouvoir, ce à quoi il faut faire face pour pouvoir sortir de la honte aussi, c'est la stigmatisation. Alors, Bridget, ça marche pas vraiment comme il faudrait ce machin, hein, parce que sur les questions, je ne les ai pas. Sur le chat, je l'ai, mais je ne peux pas ni vous montrer les questions, ni les annuler.
ni montrer que j'y ai répondu, en fait. Alors Bridget me dit, je ne sais pas si ça vous apparaît ce qu'elle dit, quand on me traite de grosse vache, ça me met en colère et j'envoie des commentaires agressifs à la personne. Ah bah oui, ah bah, je comprends bien. Je vois pas pourquoi vous accepteriez qu'on vous traite de grosse vache. Quand même, c'est une insulte. Hein. Donc il est tout à fait normal que vous réagissiez, hein, et que vous disiez que c'est tout à fait anormal et tout à fait inacceptable que l'on vous insulte euh, en vous traitant de ceci ou de cela. Hein. Quoi que ce soit, toute insulte est inacceptable. Hein. Donc vous avez tout à fait raison de protester, de vous mettre en colère et de dire que c'est inacceptable, cette insulte. Qu'est-ce que c'est que ces façons-là, franchement? Alors, si quelqu'un pouvait me dire si vous voyez apparaître les questions, ou alors il faut absolument que je les énonce, et si vous entendez bien mes réponses. Ça me ferait plaisir aussi de savoir, parce que je n'ai pas de retour, moi. Et donc, je ne me rends pas compte de ce que vous voyez, de ce que vous entendez. Ah, Bridget me dit, je vois les questions de Marie-Rose et les miennes. Ah ben, c'est déjà bien. Effectivement, Bridget, vous avez raison, parce qu'il n'y a que les questions de Marie-Rose, la question de Marie-Rose, et les vôtres. Il n'y a pas beaucoup de participants aujourd'hui. Et en plus, on a une erreur dans, dans, la, dans la mise en place du chat, j'ai l'impression, puisque vos questions n'apparaissent pas en tant que questions, mais en tant que participation à un chat. Alors, on les voit, mais c'est bien que vous les lisiez. Bon, bah d'accord. Parce qu'ensuite, sur YouTube, elles n'apparaissent pas. Ah, bah ouais, effectivement. Donc c'est bien. Vous voyez, je lis les questions, c'est parfait. Je suis parfait. Eh bien, posez-moi des questions alors. Ah, est-ce qu'on doit sortir de la honte par la fierté? Eh bien, oui, c'est une des choses qu'il faut faire. Peut-être pas la seule, mais c'est une des choses qu'il faut faire. Le contraire de la honte, c'est la fierté. Et de quoi peut-on être fier dans la vie? Alors, moi, je dirais que ce qui est important, c'est d'être fier de ce que l'on fait, de ce que l'on dit, finalement de ses actions, de ses modes de réaction, de ce que l'on met en place pour soi, pour les autres, plutôt que d'être fier simplement de soi, parce qu'à ce moment-là, ça serait une sorte de pur narcissisme, en l'occurrence. Et justement, ce narcissisme, c'est pas toujours quelque chose de si merveilleux que ça, finalement, parce que c'est une des formes de réponse à la honte. Il y a ce que je disais tout à l'heure, c'est que la honte est quelque chose d'extrêmement douloureux, c'est quelque chose dont on ne veut pas prendre conscience, en fait. Les gens qui sont honteux cachent leur honte aux autres, mais aussi se cachent leur propre honte à eux-mêmes. Et donc, ils ne voient pas toujours vraiment leur honte. Alors, cette honte, ils y répondent par la sidération, c'est-à-dire que quand vous êtes honteux, ça vous bloque, ça vous inhibe, ça vous empêche de faire quoi que ce soit. Donc, ça vous conduit très souvent à la dépression. Mais il peut y avoir aussi des réactions à la honte qui sont des surcompensations à la honte. Et en particulier, ces surcompensations peuvent prendre la forme de l'hypernarcissisme,
c'est-à-dire de gens qui se mettent dans cette situation de, finalement, au lieu de se dire je ne vaux rien, je n'ai aucune valeur, je suis nul, vont dire je suis merveilleux, je suis sensationnel, je suis formidable. C'est une réaction. Et la deuxième réaction possible, c'est le perfectionnisme. C'est-à-dire, on ne va pas dire je suis formidable, mais on va dire il faut que je sois formidable. Et donc, il faut que je sois le meilleur, il faut que je sois parfait. Et le perfectionnisme est quelque chose qui résulte directement de la honte. Le perfectionnisme est très fréquent, on le rencontre beaucoup, et d'ailleurs, on en parle beaucoup sur l'En Coaching. On a mis un certain nombre d'aides pour sortir du perfectionnisme, parce que justement, les obèses sont très souvent honteux et virent dans le perfectionnisme assez souvent, plus d'ailleurs que dans l'hypernarcissisme. Alors donc, voilà pour la fierté. La fierté, oui, l'hypernarcissisme, non. Je n'ai pas vraiment honte d'être grosse, mais plutôt honte de ne pas arriver à ne pas trop manger. Ah ouais, alors ça, bon, je vous comprends, mais il n'y a pas de honte à ça, si vous voulez. Quand vous mangez trop, et ça on l'explique bien sur l'En Coaching, c'est souvent parce que vous êtes prise dans des cercles vicieux. Vous êtes pris dans le cercle vicieux de la restriction cognitive, vous essayez de contrôler votre alimentation pour contrôler votre poids, et plus vous essayez de contrôler, plus votre comportement alimentaire vous échappe. Bon, et ça, si vous voulez, c'est un cercle vicieux. Voilà, vous êtes tombé dans un piège. Est-ce qu'il faut être honteux d'être tombé dans un piège? Et puis le deuxième cercle vicieux dans lequel on est très souvent, c'est le cercle vicieux des émotions. C'est-à-dire, je mange pour calmer mes émotions, mais plus je mange pour calmer mes émotions, moins je supporte mes émotions, et donc plus je vais manger pour calmer des émotions de plus en plus petites, de plus en plus mineures, et plus je vais manger souvent. Donc je développe une sorte d'addiction au comportement alimentaire face à mes émotions, parce que je ne supporte plus quoi que ce soit, et ma seule réponse, la seule réponse que j'ai développée, c'est les réponses alimentaires. Et là aussi, c'est un cercle vicieux qui est un vrai piège. Donc, entre ces deux cercles vicieux, eh bien, on se retrouve effectivement à vouloir ne pas manger et à manger malgré tous ces efforts de contrôle. Et le programme que nous avons fait avec l'En Coaching est vraiment le programme. On a vraiment construit ce programme pour vous sortir de ces deux cercles vicieux en particulier. Marie-Rose, merci. Je suis présentement avec une amie. Nous sommes participantes directement au Québec. Voilà. Coucou le Québec. Mes habitiés au Québec. Je ne sais pas quelle heure il est au Québec. Le matin, je suppose. Hein. Donc Marie-Rose. Et Bridget, je ne sais pas si c'est une histoire d'émotion. Je ne sais même pas pourquoi je mange. Ah oui. Alors ça, Bridget, ça c'est quelque chose d'un peu difficile. On sort un peu du sujet de la honte, mais comme vous parlez de ça, je pense qu'il faut quand même en parler. Et il y a des fois, et c'est pas si rare que ça, eh bien, on ne sait même plus pourquoi on mange. Et on se retrouve à manger sans comprendre ce qui nous arrive. Alors, on appelle ça, chez les psychologues et les psychiatres, l'alexithymie. L'alexithymie, c'est cette incapacité à lire ses émotions. Hein. A, privatif, lexi, lire, et thymie, ses états émotionnels. Donc, cette incapacité à lire ses émotions, eh bien, peut prendre différentes formes. La forme la plus mineure, c'est finalement d'avoir une émotion sans vraiment savoir vraiment ce qui se passe, et puis se retrouver à manger. Et quand on se pose la question, pourquoi j'ai mangé, on se dit, ah oui, quand même, j'ai ressenti une émotion, il s'est passé quelque chose, et donc il y a sûrement il doit y avoir une relation, parce que c'est des choses qui m'arrivent souvent, quand il se passe telle chose, eh ben je mange. Voilà, donc, cette alexithymie-là, on ne voit pas très bien l'émotion, mais on voit la cause
en fait, on voit la situation qui a créé l'émotion. Et donc, on se dit, j'ai mangé à cause de cette situation. En fait, on a mangé à cause de l'émotion, mais l'émotion, on la ressent pas vraiment. Une alexithymie plus intense, c'est quand on ne se rend pas compte de la cause et on se retrouve à manger. Donc j'ai mangé, mais voilà, ça m'a pris comme ça, je sais vraiment pas pourquoi, mais tout d'un coup, il a fallu que je mange. Et donc, ça prend du temps généralement pour arriver à, d'une part, relier cette prise alimentaire à quelque chose qui s'est passé, et puis ce quelque chose qui s'est passé, de le relier à une émotion que ça a donnée et qui a fait qu'on a mangé. Et puis l'alexithymie la plus intense, c'est quand on ne sait même plus qu'on a mangé. C'est-à-dire, je suis gros, il paraît que je mange trop, on me dit ça, mais moi je ne m'en rends pas compte. Et là, donc, on ne se rend plus compte de rien, en quelque sorte. Hein. On ne se rend même plus compte que l'on mange nettement plus que d'autres personnes. On se rend juste compte qu'on est gros. Voilà, donc l'alexithymie, si vous voulez, c'est ça. Donc quand vous ne savez pas, Bridget, pourquoi vous mangez, eh bien, il va falloir que vous creusiez ça, un peu dans cet ordre-là. Donc est-ce que je suis capable de reconnaître d'abord que je mange, hein, et que c'est pour ça que je mange trop, que je mange plus que mes besoins, et donc que c'est sûrement la cause de mes problèmes de poids. Si je reconnais qu'il y a bien ça, qu'effectivement je mange trop, eh bien, il faut que je cherche les causes. Est-ce qu'il y a des événements? Est-ce que finalement je peux relier ces prises alimentaires trop importantes? Est-ce que je mange tout le temps trop, hein, d'une façon très régulière? Ou bien est-ce que je mange trop par à-coup, hein? Est-ce que, par exemple, je mange trop quand je vais au travail, mais pas les week-ends? Ou est-ce que je mange trop pendant les jours où je travaille, mais ni les week-ends, ni les vacances? Donc à ce moment-là, il y a probablement une relation entre manger trop et ce qui se passe à mon travail. Ou alors, ça peut être le contraire. Quand je travaille, ça se passe bien, mais c'est quand je suis en vacances que ça se passe pas bien. Donc, pouvoir relier ces prises alimentaires à une situation, ça peut être très intéressant. Et c'est déjà une forme d'éclairage. Et puis ensuite, il va falloir que vous vous demandiez, bon, d'accord, je mange trop quand il se passe ceci ou quand il se passe cela. Par exemple, là, j'ai mangé trop parce que j'ai eu un conflit avec un collègue ou avec mon patron, et c'est ça qui m'a fait manger trop. Bon, d'accord, j'ai eu un conflit, et qu'est-ce que j'ai ressenti? C'était quoi l'émotion? Qu'est-ce que je me suis dit à ce moment-là? Et donc, la personne qui n'est pas alexithymique est capable de se raconter toute l'histoire. J'ai mangé trop parce qu'il s'est passé ceci, cela. À ce moment-là, j'ai ressenti ceci, je me suis dit cela, c'était insupportable, et j'ai essayé de calmer mes émotions et mes pensées pénibles en mangeant. Et à ce moment-là, on a des modalités d'action bien meilleures sur la situation qui nous fait manger, et aussi sur les émotions et sur les pensées qui nous font manger. Et c'est ça ce qu'on vous propose comme démarche dans Line Coaching. Alors, Marie-Rose, pour info au Québec, il est 12h30. Ah bon, très bien, bon appétit. Hein. Quand je ressens la faim entre deux repas, j'ai souvent tendance à me demander pourquoi. Oui, c'est une bonne question. À voir. Si c'est parce que je n'ai pas assez mangé au repas précédent, oui. Est-ce que je dois me poser ces questions ou simplement manger? Ah ben, les deux, mon capitaine. C'est très bien de vous poser la question, c'est-à-dire, bon, ben, voilà, là, j'ai pas mangé, et effectivement, c'est la bonne question que vous pouvez vous poser, j'ai probablement pas mangé au repas précédent suffisamment pour aller confortablement jusqu'à mon repas suivant. Donc, si vous êtes quelqu'un qui avait normalement des horaires alimentaires réguliers, que vous mangez à des heures à peu près fixes, eh bien, normalement, vous devriez être capable de manger suffisamment pour avoir
pour aller confortablement jusqu'au repas suivant, et votre rassasiement global devrait se régler là-dessus. Vous devriez avoir finalement, au moment où vous mangez, il y a un moment où vous devriez pouvoir vous dire « Ah, là, je sens dans mon corps que j'ai suffisamment mangé pour aller confortablement au repas suivant. Donc là, j'ai mangé suffisamment pour maintenant. » Voilà. Alors évidemment, ça ne marche que si vous avez des horaires à peu près réguliers, ou alors si vous vous connaissez très bien et si vous pouvez anticiper ce qu'il faut manger pour que la faim revienne à une heure donnée. Donc, c'est ce qu'on appelle les appétits prévisionnels. Les appétits prévisionnels, c'est à peu près la même chose, finalement, c'est une autre façon de présenter le rassasiement global. Le rassasiement global, c'est je sens pendant que je mange à quel moment j'ai suffisamment mangé. Et puis les appétits prévisionnels, c'est je peux dire par avance combien il va me falloir pour justement arriver au rassasiement et arriver jusqu'au repas suivant ensuite. Par exemple, quand on vous sert à manger, eh bien, vos appétits prévisionnels vous font dire « Ah tiens, même un petit peu plus dans mon assiette, là je sens que ce que tu m'as mis, ça va pas me suffire. » Ou bien « Ah non, là j'ai déjà trop, tu m'as déjà trop rempli mon assiette, je vais probablement pas la finir parce que ça va me faire trop. » Donc ça, c'est ce qu'on appelle les appétits prévisionnels. Mais vous voyez, c'est à peu près la même chose. Alors, donc, Marie-Rose, vous devez vous poser cette question-là. Est-ce que j'ai suffisamment mangé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que je n'apprécie pas suffisamment? Donc, je n'arrive pas encore à bien régler mon rassasiement global n'est pas encore suffisamment bien réglé, mais ça va venir. En principe, ça se règle tout seul par conditionnement. Si vous avez des horaires réguliers, et normalement, ça se met en place très bien à partir du moment où on mange attentivement, en écoutant ses sensations alimentaires et où on peut repérer ce rassasiement global, où on sent que ça y est, ça suffit. Et puis bien sûr, si il se trouve que vous n'avez pas suffisamment mangé pour arriver jusqu'au repas suivant confortablement, eh bien, il faut manger, bien évidemment. J'ai faim, eh bien, je vais faire un encas. Et quand vous allez faire cet encas, justement, c'est là qu'il va falloir faire jouer pleinement vos appétits prévisionnels et vous dire, bon, là, c'est 5 heures, normalement, je mange à 8 heures, je parle pour les Canadiens, on pourrait dire en anglais PM, et pour les Français, c'est 5 heures, ça veut dire 17 heures, et je mange à 20 heures, donc dans 3 heures. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je mange maintenant, dans 3 heures, qu'est-ce qu'il faut que je mange maintenant pour, dans 3 heures, avoir récupéré mon appétit, avoir suffisamment faim pour pouvoir profiter de mon dîner. Donc, vous voyez, sur l'N-coaching, on vous dit il faut écouter ses sensations alimentaires, sa faim, son rassasiement, mais il faut aussi avoir une démarche cognitive, c'est-à-dire finalement un certain calcul dans son comportement, une certaine anticipation calculée pour pouvoir dire, l'appétit prévisionnel c'est vraiment une anticipation calculée, pour pouvoir dire, bon, qu'est-ce qu'il faut que je mange maintenant pour que ça aille bien tout à l'heure? Alors, Marie-Rose, comment développer sa fierté? Alors, alors j'en ai déjà un petit peu parlé, ça n'a pas l'air de vous suffire ce que je vous ai raconté sur la fierté. Alors, donc, je vous ai distingué la fierté et l'hypernarcissisme. Donc, l'hypernarcissisme, c'est vraiment ramener sa fraise en permanence. Je suis le meilleur, je suis le plus beau, c'est moi le plus formidable. Et vous voyez bien que c'est un système défensif qui, d'abord, est extrêmement fatigant, il faut bien le dire. Vouloir être toujours le meilleur, le plus beau, le plus sensationnel, eh bien, il faut faire énormément d'efforts. Et puis, très sincèrement, ça se voit. C'est pas quelque chose que vous pouvez cacher.
Il y a un côté tellement artificiel dans l'hypernarcissisme que ça se voit à 100 mètres, quoi. Et les gens se rendent compte que, voilà, si vous ramenez autant votre fraise, c'est que probablement il y a anguille sous roche. Donc, ça ne marche pas vraiment, l'hypernarcissisme. La fierté, par contre, ça marche bien. Alors, encore une fois, de quoi est-ce qu'on peut être fier? Alors, est-ce qu'on peut être fier de son physique? Alors, oui, bien sûr qu'on peut être fier de son physique. Et est-ce qu'il faut avoir un physique particulier pour en être fier? Alors là, eh bien, dans notre société, le physique qui est le plus valorisé, bien évidemment, c'est le physique de la minceur et de la beauté. Donc, automatiquement, les gens qui répondent au canon de la beauté d'aujourd'hui, c'est-à-dire qui sont grands, élancés et minces, eh bien, peuvent être fiers de leur physique. Est-ce qu'on peut être fier de son physique si on est gros? Alors, on peut être fier de ce que l'on fait de son physique, si vous voulez. On peut être fier finalement, de comment on vit ce physique-là. Vous ne pouvez pas, si vous voulez, c'est très difficile d'être nous sommes dans une société qui est très normative. La beauté répond à des normes sociales. Ces normes sociales sont en fait très artificielles, c'est-à-dire qu'elles dépendent de l'époque, elles dépendent de la géographie, enfin en gros de l'histoire et de la géographie. Et par exemple, les normes de beauté chez les femmes, en particulier au XVIIIe siècle, par exemple, XVIIe siècle, étaient absolument pas du tout les normes de beauté d'aujourd'hui. Une personne au XVIIe siècle, une femme qui avait de la cellulite, par exemple, c'était quelque chose qui faisait partie de la beauté. Si vous regardez les tableaux de Rubens, par exemple, vous verrez qu'il a peint des femmes celluliteuses et en particulier, il y a un tableau qui m'a beaucoup frappé, c'est le tableau des Trois Grâces. C'est un tableau qui est ici, qui est dans un musée à Madrid et donc les Trois Grâces, c'est les trois plus belles femmes du monde, peintes par Rubens, et elles sont très très bien en chair et elles ont de la cellulite. Et c'est les trois plus belles femmes du monde. Et la première, celle qui est au premier plan, c'était justement, comme par hasard, la femme de Rubens, qui était un vieux cochon, parce que sa femme avait 20 ans quand il en avait 60. Donc, il a bien évidemment peint cette femme avec plaisir. Et cette femme, manifestement, avait beaucoup de fierté dans le regard. Elle se plaisait beaucoup et elle s'assumait très bien. Donc, c'était très facile d'avoir de la cellulite au XVIIe, XVIIIe siècle et d'en être fier de ce physique-là. Alors, aujourd'hui, évidemment, la cellulite, c'est mal vu. Le tableau de Rubens des Trois Grâces a été utilisé pour vendre des crèmes amincissantes. Et il y a eu toute une époque qui est un petit peu terminée aujourd'hui où on voyait ce tableau dans les pharmacies pour vous vendre de la crème amincissante, pour vous dire ne restez pas comme ça. Alors, ce dont vous pouvez être fier, c'est ce que vous faites de votre physique, c'est-à-dire, par exemple, j'ai un poids qui est plus important que les normes de beauté d'aujourd'hui, d'accord, mais ça ne m'empêche pas de faire de l'exercice physique, d'être active, de me dépenser, de m'habiller de m'habiller du mieux que je peux pour être la plus belle possible, pour être fière de mon physique. C'est essentiellement par l'habillement, le maquillage et le maintien que vous allez montrer votre fierté physique. C'est ça qui va montrer votre fierté physique. Si vous êtes négligé, si vous portez des vêtements flottants pour cacher votre surpoids, votre obésité, si vous baissez les yeux, à ce moment-là, on voit votre honte. Si, inversement, vous marchez de façon dégagée, avec un beau maintien, un beau port de tête, bien droite, bien fière, bien avec bien dans votre peau, que vous avez bien soigné votre mise et que
vous êtes faite belle, à ce moment-là, ce que les gens voient, c'est de la fierté. Donc ça, c'est très important de développer ce comportement de fierté physique. Et puis, bien évidemment, vous pouvez être fier non seulement de votre physique, mais ce que je disais tout à l'heure aussi, être fier de tout ce que vous faites dans votre existence, hein, tout ce que vous faites de positif, de bien, tous vos actes honorables en quelque sorte. Peut-être que vous réussissez bien professionnellement, peut-être que vous êtes une bonne mère de famille, peut-être que vous élevez bien vos enfants, peut-être que vous êtes une charmante épouse, peut-être que vous êtes une personne formidable. Hein, et de tout ça, vous pouvez être fier. Voilà, et ça, cette fierté-là, bien évidemment, il faut pouvoir la présenter aux autres, hein, puisque, en fait, nous sommes dans quelque chose qui est un problème relationnel. La honte, la culpabilité, la fierté, ce sont des émotions sociales, et donc c'est un problème relationnel. Alors, Bridget, moi j'ai beaucoup apprécié l'exercice de noter une chose chaque jour où je me suis senti fier de moi, et ça m'a donné plus confiance en moi. Oui, tout à fait. Je pense que c'est bien ça, si vous voulez, quand vous faites quelque chose de positif, d'en prendre note. C'est-à-dire, voilà, j'ai fait quelque chose de positif, je l'inscris sur mon carnet et je l'ai fait, je le referai probablement et je vais chercher d'autres choses à faire aussi pour pouvoir me montrer à moi-même que je suis dans une progression. Ça, c'est très important. Alors, est-ce que l'estime de soi, Bridget encore, est différent ou la même chose que la fierté? Oh, oui, alors aujourd'hui on parle très peu de fierté. Moi j'aime bien le terme de fierté, qui est vraiment pour moi le contraire de la honte. L'estime de soi, bon, c'est un terme beaucoup plus usité chez les psychologues et les psychiatres. Mais bon, est-ce que c'est vraiment fondamentalement différent? Bon, c'est pas si différent. Hein. Allez, on va dire que c'est pas différent. Si vous pensez que c'est différent, bah dites-le moi, parce que finalement c'est assez la même chose. Enfin, il y a quand même une différence. Si vous voulez, la fierté, c'est quelque chose qui se voit. C'est-à-dire, c'est un comportement. Vous avez un comportement de fierté. C'est pas quelque chose c'est quelque chose que vous ressentez, mais c'est essentiellement quelque chose que vous faites. Alors que l'estime de soi, c'est purement quelque chose que vous ressentez et c'est pas quelque chose que vous faites. Peut-être que l'estime de soi vous conduit à faire quelque chose, mais c'est secondaire. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile, d'une façon générale, d'agir sur ce que l'on fait plutôt que d'agir sur ce que l'on ressent. Donc, vous pouvez exhiber un comportement de fierté. Voilà, je l'ai fait. Je me suis habillé, j'ai affronté les autres, je me suis tenu droite et fière, j'ai fait face au regard des autres, sans baisser les yeux. Je me suis montré donc à la hauteur et j'ai montré que j'avais j'ai montré que j'avais une bonne estime de moi aux autres. Voilà ce que j'ai montré. Hein. Donc, et à ce moment-là, donc, ce comportement-là, je peux voir est-ce que je l'ai fait ou est-ce que je l'ai pas fait. Alors que l'estime de soi, est-ce que j'en ai, est-ce que j'en ai pas, est-ce que j'en ai beaucoup, est-ce que j'en ai pas beaucoup, est-ce que j'en ai assez, etc. Vous voyez, on est dans le sentiment, on est dans le ressenti, on est dans quelque chose de beaucoup plus flottant, c'est beaucoup plus difficile de savoir où on en est. Donc, il vaut mieux probablement mesurer ses progrès par rapport à ses conduites, ses comportements. C'est plus simple. Est-ce que agir sur nos agissements
plutôt que sur ce que son ressenti, c'est pas un peu faire semblant. Ah, faire semblant. Alors, ce qu'on peut dire d'abord, c'est que vous n'avez aucun pouvoir pour agir sur vos émotions. Donc, il faut bien savoir ça. Vous ne pouvez pas ressentir autre chose que ce que vous ressentez. Donc, c'est purement illusoire de vouloir avoir une émotion que l'on n'a pas. Si on ressent de la honte, eh bien, on ne ressentira pas de la fierté. Donc, c'est impossible. Voilà. Il faut affronter, si on ressent de la honte, il faut affronter cette honte que l'on ressent. Et on est obligé, quand on ressent de la honte, de boire le calice jusqu'à la lie, c'est-à-dire de vivre cette honte pendant qu'elle est là. Et c'est ce que vous apprend justement la pleine conscience. C'est ce qu'on vous permet de travailler. C'est avec la pleine conscience, c'est quand une émotion survient, quelle qu'elle soit, de la honte, de la tristesse, de l'anxiété, de la colère, eh bien, j'accepte de ressentir ce sentiment et j'observe ce sentiment en moi. J'observe les manifestations à l'intérieur de moi de ce sentiment et j'attends patiemment que ce sentiment, finalement, se dilue et s'évapore. Et pendant ce temps-là, donc, je l'observe. J'observe les pensées aussi, bien sûr, qui vont avec cette émotion, ce sentiment. Par exemple, des pensées du genre je suis nul, je ne suis pas parfait, je n'arriverai jamais à rien. Voilà, je suis indigne, sans valeur. Ce sont les conditions qui arrivent très facilement quand on a des émotions de honte. Donc, à moins que ça soit je suis formidable, mais on a vu que c'était un mécanisme de défense. Et donc, voilà, on n'a aucun pouvoir là-dessus. Il faut bien comprendre que ces émotions, on n'a pas de pouvoir là-dessus. Par contre, on a du pouvoir sur ses conduites, sur ses comportements. On peut agir. Et quand vous agissez, eh bien, par exemple, quand vous exhibez un comportement de fierté, à ce moment-là, eh bien, vous allez le ressentir. Quand vous marchez droit, fièrement, et que quand vous croisez quelqu'un, vous le regardez au niveau des yeux, vous ne baissez pas le regard, et que vous souriez à cette personne, parce que vous avez le droit d'être là où vous êtes, vous avez le droit de marcher, vous avez le droit de sourire, il a le droit aussi, la personne qui est en face de vous a le droit de marcher, de sourire et de vous regarder. Donc vous vous regardez mutuellement et vous vous regardez en tant qu'être humain et vous échangez des regards en tant qu'être humain. Et donc vous êtes dans cette situation de fierté par rapport à cette personne. Et probablement, si tout va bien, cette personne est elle aussi dans une situation de fierté par rapport à vous. Est-ce qu'on fait semblant ? Moi, j'appellerais pas faire semblant, j'appellerais ça exhiber un sentiment de fierté. Et quand on a ce comportement-là, on le ressent. Donc, peut-être que la première fois que vous allez le faire, vous allez vous dire « je fais semblant », mais vous allez très vite vous rendre compte que vous ne faites pas semblant. Vous le faites et vous le ressentez. Alors, Bridget nous dit qu'elle va nous laisser et elle nous souhaite une bonne soirée. Bah, bonne soirée, Bridget. Alors, est-ce qu'il y a des choses, on n'en a pas vraiment parlé aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses, on n'a pas posé beaucoup de questions. Alors, Marie-Rose me dit, j'ai plus de questions. Alors, il nous reste encore un peu de temps. Alors, je vais l'utiliser pour vous parler d'un truc rigolo. Hein. Bon, puisqu'il n'y a plus de questions. Alors, je vais vous parler du syndrome de Groucho-Marx, qui est un syndrome qui découle de la honte du corps gros. Alors, donc, et qui touche, et qui est extrêmement paralysant pour avoir des relations amoureuses avec les gens. Alors, pourquoi je l'ai appelé, j'ai inventé ce syndrome
que j'ai appelé le syndrome de Groucho-Marx. Je ne suis pas le seul à l'avoir inventé, parce que j'ai un collègue qui l'a inventé aussi lui-même de son côté. Et on l'a appelé tous les deux le syndrome de Groucho-Marx, parce que Groucho-Marx, qui était un humoriste du début du cinéma, dans les années 1920, 1930, 1940, quelque chose comme ça, donc qui a fait les films, les premiers films du cinéma parlant, ils étaient encore en noir et blanc, puis après, je crois qu'il a ensuite fait les frères Marx sont passés à la couleur, mais vous voyez, c'était les tout débuts du cinéma, et Groucho, ils étaient 4 frères qui jouaient dans les comédies ensemble. Groucho avait sorti un jour cette blague: jamais je n'accepterai de faire partie d'un club qui accepterait un type comme moi pour membre. Et cette phrase m'était restée, parce que c'est la phrase de la honte, si vous voulez. Hein. Il est tellement honteux que même si on le trouve bien, eh bien, il reste honteux. Vous voyez, ça suffit pas que les autres le trouvent bien, la honte reste quand même. Hein, c'est ça qui est difficile avec la honte. Et là, dans la situation de beaucoup de personnes en surpoids et qui sont honteuses de leur corps gros, ça devient jamais je n'accepterai que quelqu'un puisse aimer réellement quelqu'un d'aussi affreux que moi. Et quelqu'un qui aimerait quelqu'un d'aussi affreux que moi, soit me raconterait des salades, soit n'aurait pas de valeur. Donc il se dévalorise en m'aimant. Et donc si quelqu'un m'aime, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas de valeur, et à ce moment-là, les gens qui m'aiment, donc je les rejette. Il y a un film qui a été tourné, si vous avez l'occasion, c'est un vieux film aussi, alors voilà, je vous raconte des vieilles histoires, hein. Les frères Marx, là j'exagère un peu, parce que ça c'est vraiment très très vieux. Et d'ailleurs, si ça se trouve, si vous n'avez pas mon âge vénérable, eh bien peut-être que vous ne savez même pas qui c'est les frères Marx. Regardez sur Internet. Hein. Ça n'a rien à voir avec Karl, hein. C'est Groucho, ne pas confondre. Donc, là, le film dont je voulais vous parler, c'était un film qui s'appelle Comme une image et qui a été tourné par Agnès Jaoui avec Marie-Lou Berry dans le rôle principal et Jean-Pierre Bacri dans le deuxième rôle principal. Et l'histoire, c'est Marie-Lou Berry à l'époque, elle a maigri maintenant, mais elle se portait très bien et elle avait été vraiment affligée de ce syndrome de Groucho-Marx. Et il y a un moment où donc un garçon, alors finalement les garçons qui tombent amoureux d'elle ou qui lui font du gringue, ça se passe jamais bien. Et d'habitude, ces garçons qui lui font du gringue, justement, elle n'a pas entièrement tort, parce qu'ils lui font du gringue de façon très intéressée, parce qu'elle a un père célèbre, etc. Et puis un jour, elle tombe sur un garçon qui, lui, n'est pas intéressé et est vraiment amoureux d'elle. Et là, elle le rejette parce que elle estime que ce type qui est amoureux d'elle, eh bien, en étant amoureux d'elle, a prouvé sa non-valeur. Voilà, ce film est très très bien fait sur le plan psychologique, il est très réussi et il sonne vraiment très très juste. Voilà, alors ce syndrome de Groucho-Marx, c'est très très toxique et donc souvent j'ai eu ce problème avec mes patients, c'est pour ça que je vous en parle, et je crois que c'est très important quand on est surcharge pondérale ou obèse, ou qu'on l'a été, même si on a perdu du poids, de bien être conscient de ce système-là et de ne pas dévaloriser les personnes à qui vous plaisez. Souvent, c'est ça qui se passe. On se dit, les personnes à qui je plais, eh bien, si je leur plais tel que je suis, eh bien, à ce moment-là, c'est pas des personnes intéressantes et je les laisse tomber, je ne veux même pas les connaître. Et puis, il y a des personnes qui ont l'air d'être intéressées par moi, et c'est là, eh bien, je vais surtout pas y prêter attention, puisque de toute façon, elles se dévalorisent elles-mêmes en s'intéressant à moi. Donc, mon conseil, c'est, si quelqu'un s'intéresse à vous, eh bien, regardez-y de plus près avant de l'envoyer balader,
s'il s'intéresse à vous, c'est une personne intéressante. Alors, Marie-Rose me dit, donc dans ce syndrome de Groucho-Marx, on rejette ceux qui nous aiment par honte, c'est exactement ça, vous avez tout compris, on rejette ceux qui nous aiment parce que finalement, on pense qu'on n'est tellement pas aimable qu'on ne peut pas être aimé. Vous voyez à quel point la honte est un sentiment toxique et à quel point c'est important d'en prendre conscience et de pouvoir finalement accepter cette honte, boire cette honte, boire le calice jusqu'à la lie, le travailler avec la pleine conscience et le digérer cette honte en fait finalement et la laisser. Alors je prends deux métaphores qui sont un peu contradictoires parce que il y a la métaphore de la digestion. Je digère ma honte et une fois qu'elle est digérée, elle disparaît. Et puis j'allais dire laisser cette honte s'évaporer. Alors, il faudrait savoir, hein, soit je la laisse s'évaporer, soit je la digère. Mais enfin, vous voyez bien ce que je veux dire. Dans les deux cas, au bout d'un moment, la honte disparaît d'elle-même à partir du moment où on accepte de la vivre pendant qu'elle est là. Par contre, si on lutte contre la honte, ou si on ne veut rien connaître de sa honte, à ce moment-là, eh bien, c'est là qu'on se crée des problèmes, et c'est ça qui va nous faire, à la fin des fins, manger encore plus. Bon, ben écoutez, sur ces bonnes paroles, je crois que nous arrivons doucement et gentiment à la fin de ce chat, presque, encore 3 minutes. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous raconter en 3 minutes? Alors, ce qu'on peut dire du point de vue de la stigmatisation, comment lutter contre la stigmatisation, j'en ai un petit peu parlé déjà, mais je peux insister un petit peu là-dessus. Donc, je vous ai dit, il s'agit d'avoir un comportement où on exhibe tous les signes de la fierté, c'est-à-dire bien se tenir. C'est un des premiers exercices que je préconise et que vous trouverez sur la ligne de Chine d'ailleurs, qui est marcher dans la rue avec fierté. Et marcher dans la rue avec fierté, c'est en se tenant droit, sans se cacher, et en regardant les gens qui nous croisent au niveau des yeux. Alors, je dis au niveau des yeux parce qu'ils ne nous regardent pas vraiment souvent, et en fait, c'est relativement rare qu'on croise vraiment le regard, mais on regarde au niveau des yeux, et si les gens nous regardent aussi au niveau des yeux, alors là, à ce moment-là, on croise vraiment le regard. Mais ce qui est important, c'est de marcher tête haute, en se grandissant, et en tirant les épaules en arrière. Ça, c'est vraiment très important, de marcher de cette façon-là, et là, vous vous sentirez fier. Et puis, vous comportez dans toutes les situations comme si vous êtes une personne normale qui a le droit d'être là. Par exemple, dans les transports en commun, vous avez le droit d'être dans des transports en commun, vous n'avez pas à avoir honte de vous-même, à essayer de vous cacher, à baisser les yeux, vous avez le droit d'être là, comme tout le monde, et il faut assumer la place que vous prenez la place qu'il vous faut, et des gens qui prennent moins de place, ben, voilà, chacun est différent, il y a des grands, il y a des petits, il y a des gros, il y a des maigres, voilà, et chacun prend la place qui lui est nécessaire. Donc, vous regardez les gens que vous croisez dans les transports en commun, vous les regardez tout simplement, et ils vous regardent. Donc, il faut pouvoir regarder les autres et se laisser se regarder, laisser les autres nous regarder. Voilà, donc toutes ces situations sociales, il faut pouvoir y faire face. Ensuite, on travaillait un petit peu plus quand on travaillait l'affirmation de soi, donc l'affirmation de soi pour lutter contre la honte, comme par exemple faire des exercices où on va vraiment montrer son corps. Là, vous voyez, c'est déjà des exercices, marcher dans la rue, prendre les transports en commun, c'est déjà se montrer en tant que personne corporelle, mais on peut encore plus montrer son corps, bien sûr, dans des endroits où on est dénudé, comme les plages et les piscines, des choses comme ça. Voilà, et ça, c'est des choses qu'on peut recommander pour travailler sur sa honte, mais vous voyez bien aussi qu'il faut y aller de façon très progressive, commencer par des petites choses, et donc la première chose que vous pouvez faire, qui est un exercice, je dirais,
normal, en quelque sorte, que tout le monde fait plus ou moins, hein, et si vous ne vous sentez pas à l'aise, c'est marcher dans la rue. Marcher dans la rue en vous tenant fièrement, droit, la tête haute. Eh bien voilà, j'espère que je vous ai suffisamment éclairé sur la honte, et je vous dis à bientôt, peut-être sur un autre sujet. Et donc le webinaire est terminé.